Bonjour à tous. Bienvenue et merci à tous ceux qui nous rejoignent. À la fois les étudiants, mais aussi salariés, formateurs et aussi certains maîtres d'apprentissage qui assistent à distance à cette conférence de sensibilisation au handicap invisible. Donc, je vous demanderai de maintenir un petit peu de calme vu qu'on est sur un format hybride à la fois en présentiel et à distance. Donc cet événement est animé par Sybille Dupré et Marie de Rosen qui interviennent au sein du cabinet d'expertise en neuropsychologie Nevaya. Je leur souhaite également la bienvenue et je leur laisse la parole avant le temps d'échange. Bonjour à tous, je suis Marie de Rosen, neuropsychologue. J'ai travaillé 3 ans à l'hôpital Robert Debré, enfin presque 3 ans à l'hôpital Robert Debré, euh, en neurologie pédiatrique où je recevais des enfants et adolescents avec des épilepsies. Donc j'ai été confrontée au handicap, notamment parce que du coup ces enfants-là développaient des troubles d'apprentissage parce que l'épilepsie avait des dommages au niveau du cerveau. Et ensuite, j'ai cofondé le cabinet Nevaya, donc, qui reçoit des enfants, adolescents et étudiants pour proposer des séances de psychothérapie et des séances de bilan neuropsychologique, notamment pour déceler les troubles des apprentissages dans la scolarité. Et bonjour, donc je m'appelle Sybille Dupré, je suis psychologue spécialisée en TCC, qui est un type de thérapie, et neuropsychologue. Alors pour ma part, je travaille du coup au sein du GHU, qui est un hôpital psychiatrique à Paris. Je suis spécialisée dans tout ce qu'on appelle la remédiation cognitive, la réhabilitation psychosociale. Donc l'idée, c'est de pouvoir trouver des solutions pour pouvoir intégrer vraiment les personnes qui souffrent d'handicap psychique, que ce soit dans une vie sociale, professionnelle et au sein de leur famille. Et également du coup avec Marie chez Nevaya, dans tout ce qui est bilan, notamment pour le trouble de l'attention chez les enfants et adolescents. Alors, avant de commencer la conférence, je vais juste vous poser des petites questions sur le handicap. Donc, je vais vous demander de lever la main pour y répondre. Vous allez voir, ce pas des questions qui sont très difficiles, hein. Alors déjà, donc, qu'est-ce qu'un handicap? Donc, il n'y a qu'une bonne réponse à chaque fois. Est-ce que c'est une limitation physique uniquement, une limitation psychique et sensorielle, une limitation des capacités physiques, mentales ou cognitives, ou un trouble ou un trouble du comportement, pardon. Ouais, exactement, c'est la réponse C. Donc effectivement, les handicaps ont différentes natures. On peut en cumuler certaines. Donc il y a notamment effectivement les limitations physiques, mentales ou cognitives. Il y a aussi les handicaps psychologiques qu'on va voir aussi plus tard. Et on appelle un handicap quand c'est une limitation durable. Voilà, dans différents domaines. Alors ensuite, quel pourcentage de la population française est concerné par un handicap? 5, 10, 15 ou 20% selon vous? J'ai entendu 15, mais c'est pas ça. C'est 20%, effectivement. Donc ça concerne une personne sur 5 dans la population française. Donc ça paraît beaucoup. Alors évidemment, la gravité et la nature du handicap varient. Ensuite, donc un handicap psychique est principalement lié à des limitations physiques, des troubles mentaux, dépression, schizophrénie, une déficience sensorielle ou des difficultés d'apprentissage. C'est B, ouais, j'ai entendu B quelque part, c'est des troubles mentaux. Donc dépression, schizophrénie, il y en a d'autres évidemment. Donc on parle de handicap psychique quand l'état psychologique de la personne entrave sa capacité de socialisation et de s'intégrer dans un groupe. Donc voilà, ça va toucher son état psychologique. Alors, quelle affirmation est vraie concernant les troubles du neurodéveloppement? Les troubles neurodéveloppementaux, pardon. A, ils apparaissent généralement à l'âge adulte. Ils n'affectent que les capacités intellectuelles. Ils apparaissent dans l'enfance et affectent le développement. D, ils peuvent être guéris par la médecine. J'ai entendu C? Ouais, c'est la bonne réponse. C,
Donc effectivement, des troubles du neurodéveloppement apparaissent généralement dans l'enfance et vont affecter le développement normal d'une compétence cognitive. Donc ça peut être l'attention, la motricité, le langage, etc. Mais ça, on y reviendra plus tard. Qu'est-ce qu'un trouble des apprentissages? Donc A, une difficulté temporaire à comprendre certains sujets complexes dans un contexte scolaire. Une difficulté durable dans une ou plusieurs domaines d'apprentissage en l'absence d'autres causes explicatives. C, un retard global dans le développement des compétences intellectuelles et sociales. Ou D, une déficience légère et modérée qui empêche d'acquérir des connaissances de base. J'ai entendu D, je crois, mais c'est pas ça. Ouais, c'est la B. Donc, c'est des difficultés durables dans un ou plusieurs domaines académiques. Donc, ça peut être l'écriture, la lecture, le calcul. Voilà. Et généralement, on parle de troubles des apprentissages quand il y a à peu près 2 ans de retard sur une compétence académique. Donc, 2 années scolaires. Parmi ces exemples, lequel est un trouble neurodéveloppemental? La dépression, la dysphasie, la schizophrénie ou la bipolarité? Ouais, c'est ça, c'est la dysphasie. Donc là, je vais vous montrer une courte vidéo sur ce qu'est la dysphasie parce qu'on ne va pas avoir le temps de l'aborder plus longuement. La dysphasie, en fait, c'est l'ancien terme parce qu'aujourd'hui, on appelle ça un trouble du langage oral. Un trouble du langage oral, en fait, c'est comme un trouble d'apprentissage pour apprendre ta langue maternelle. Par exemple, les enfants qui vont avoir un trouble du langage oral, ils vont chercher beaucoup leurs mots pour parler. Puis parfois, ils vont utiliser les mauvais mots pour dire quelque chose parce que leur dictionnaire mental des mots est mélangé. Exemple, un enfant qui a un trouble du langage oral, il peut penser que se vanter, ça peut vouloir dire qu'il vante beaucoup dehors. Il peut penser aussi que des mots comme migrer, ça veut dire maigrir, parce que ça sonne pareil. Alors, il mélange le sens des mots avec leur sonorité, entre autres. Ça donne des problèmes, donc, pour parler. L'enfant dysphasique a des problèmes pour s'exprimer et il y a des problèmes aussi pour comprendre. Ils vont avoir beaucoup de difficultés, ces enfants-là, à comprendre des longues consignes ou des consignes complexes, comme par exemple, va chercher quelque chose qui est à gauche, en dessous ou derrière. Tous les termes qui sont spatiaux sont plus difficiles. C'est des enfants qui ont de la difficulté à gérer le temps puis à comprendre les éléments de temps. Donc, à l'école, ils ont des troubles scolaires généralement assez importants pour comprendre tout ce qui est abstrait ou complexe au niveau du sens ou au niveau du vocabulaire. Les mathématiques, entre autres, sont très difficiles pour ces enfants-là. Donc après toutes ces questions, on va revenir sur qu'est-ce que le handicap. Donc il faut savoir que déjà 80% des handicaps sont invisibles. Il y a 6 grands domaines de handicap qu'on va vous montrer à l'écran dans quelques secondes. 6 grandes familles qui ont été classées par le ministère d'après la loi du 11 février 2005. Donc il y a tout ce qui est handicap moteur, donc ça va vraiment être une atteinte des gestes, que ce soit de façon partielle ou totale. Il y a l'handicap sensoriel, on parle d'handicap sensoriel quand c'est une atteinte de l'audition ou de la vision, donc les mâles ou non-voyants par exemple. Il y a aussi les handicaps psychiques, donc comme on disait tout à l'heure, comme Marie disait, c'est vraiment une atteinte, on parle de troubles psychiatriques généralement. Il y a les handicaps cognitifs, aussi les neurodéveloppementaux, donc tout ce qui va être trouble de l'attention, trouble du spectre de l'autisme, tous les 10 qu'on vous abordera également tout à l'heure. Les troubles mentaux, c'est tout ce qui va concerner les déficiences intellectuelles qu'on peut retrouver dans les trisomies 21, dans le syndrome de l'X fragile, par exemple, et les maladies chroniques, évolutives ou invalidantes. Ces maladies-là, c'est plus tout ce qui est somatique, donc en lien avec le corps, comme la maladie de Parkinson, la maladie de Charcot, etc. Si on revient sur le handicap psychique, donc il faut savoir que les maladies psychiques touchent 20% de la population à peu près. Donc on connaît tous quelqu'un qui souffre de handicap psychique. Le handicap psychique, derrière ce chiffre, il se cache souvent une souffrance de la part de la personne qui a atteint un handicap psychique, un retard souvent au diagnostic. Il y a encore énormément de temps entre le moment où la personne rentre dans le handicap et le moment où le diagnostic est posé. Une stigmatisation de la part de la société.
des troubles somatiques qui peuvent être associés et qui sont non pris en charge ou pris en charge trop tardivement parce que généralement on va pouvoir penser que c'est dû par exemple d'une schizophrénie et que finalement c'est que des hallucinations et qu'il n'y a pas de maladie derrière somatique, et également une difficulté d'accès aux droits et à l'emploi. Tous ces domaines-là, on peut les retrouver dans différents troubles. On a les troubles psychotiques. Donc, les troubles psychotiques, c'est tout ce qui va être, par exemple, la schizophrénie, qui est un trouble psychotique. On va revenir dessus dans quelques instants. Les troubles de l'humeur, ça va concerner tout ce qui est bipolarité et dépression. On reviendra également sur la dépression. Les troubles de la personnalité, c'est une atteinte des schémas qu'on a tous intégrés. On peut avoir tous des schémas et ces schémas peuvent engendrer des troubles de la personnalité. Ce n'est pas une obligation, donc il faut vraiment prendre des pincettes. Par exemple, une personne qui a une peur de l'abandon peut du coup avoir un schéma d'abandon et engendrer du coup un trouble de la personnalité. Et enfin, les troubles névrotiques, donc ça, c'est tout ce qui est troubles en lien avec les compulsions et les obsessions, comme les troubles obsessionnels compulsifs. Donc, c'est vraiment des maladies en lien avec le contrôle. Donc après, dans les troubles psychotiques, on va s'attarder un peu plus sur la schizophrénie. Il faut savoir que la schizophrénie, ça touche 1% de la population. Commence généralement à l'âge adulte. Alors pour les hommes, on estime que c'est entre 15 et 25 ans, l'âge d'entrée dans la maladie. Pour les femmes, c'est entre 25 et 35 ans plutôt. Donc un peu plus tardivement chez les femmes, notamment parce que les hormones qu'on peut avoir, nous les femmes, les oestrogènes, peuvent préserver le temps d'un instant, ce qui diffère ce diagnostic. Dans les symptômes de la schizophrénie, on a différents symptômes. On a ce qu'on appelle les symptômes positifs. Pourquoi positifs? Parce que c'est quelque chose qu'on vient ajouter en plus. Donc les hallucinations qui peuvent être auditives, visuelles, synesthésiques. Les idées délirantes, comme par exemple les délires de persécution, les délires mystiques. Une agitation, une agressivité qui peut être soit envers les autres, mais surtout envers soi-même. Après, on a les symptômes négatifs. Donc les symptômes négatifs, c'est au contraire des positifs, du coup, ce qu'on a enlevé. Donc généralement, c'est une perte de motivation, des difficultés à ressentir du plaisir, donc tout type de plaisir, des difficultés d'organisation. Donc la clinophilie, c'est le fait de rester au lit toute la journée, et la diminution du soin de soi. On a également ce qu'on appelle la désorganisation. La désorganisation, ça va être tout ce qui est bizarrerie au niveau du comportement, des pensées ou des intentions qui vont être difficilement comprises par les autres de par la façon dont on peut s'exprimer. Et enfin, au second plan, on a tout ce qui est troubles cognitifs, qui est par exemple des difficultés de mémoire, des difficultés d'attention, mais on les repère généralement après, parce que quand on est en épisode, ce qui ressort au premier plan, c'est vraiment plus les symptômes positifs, la désorganisation et un peu les symptômes négatifs. Il faut savoir que les hallucinations, on a tous déjà fait l'objet d'hallucinations. Par exemple, avoir l'impression que notre téléphone vibre dans notre poche, c'est une hallucination synesthésique. On a tous dit, mince, mon téléphone vibre, on regarde, en fait, pas de nouvelles, pas de notification, rien du tout. Donc une hallucination, c'est pas pathologique en soi. C'est problématique à partir du moment où c'est répété et on n'arrive pas à avoir conscience de tous ces symptômes qui viennent entraver notre fonctionnement. Après, on a donc tout ce qui est troubles de l'humeur. Dans les troubles de l'humeur, on va s'attarder un peu plus sur la dépression. La dépression, ça touche 3,8% de la population à tout âge. Il peut y avoir des dépressions aussi bien chez l'enfant que chez le sujet vieillissant. Et il y a 3 domaines qui touchent dans la dépression. Au niveau de l'humeur, généralement, on a une tristesse de l'humeur, une perte de sens, une baisse de motivation, du découragement, du pessimisme et un émoussement affectif. Donc, en fait, on n'arrive plus trop à ressentir les émotions. On parle du coup de façon assez monotone. Dans la sphère somatique, on va avoir des troubles neurologiques. Il va y avoir des fatigues, donc des céphalées qui sont des migraines, des troubles de l'appétit, troubles de la sexualité, troubles du sommeil, perturbations métabolisme. Donc, c'est vraiment toutes les répercussions que peut avoir sur notre corps. Et après, le ralentissement psychomoteur qui va être trouble de l'attention, des idées ralenties, donc le ton monotone dont je vous parlais, les troubles mnésiques, des gestes lents et pauvres et une absence d'expression d'émotion. C'est l'ensemble de ces troubles. Leur origine, on parle d'un modèle biopsychosocial, parce qu'on suppose qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent engendrer ces différents troubles. Au niveau biologique, il y a des facteurs endocriniens, facteurs génétiques, des capacités physiques. On estime que, par exemple, la dépression et la schizophrénie, il y a un gène qui est aussi en lien dans l'expression de ces maladies. Au niveau social, c'est l'environnement familial dans lequel on a pu grandir, nos relations qu'on peut avoir avec les autres personnes du même âge,
les loisirs qu'on peut faire, notre scolarité également, savoir comment ça se passe au quotidien avec les professeurs, dans les matières et les étudiants. Et au niveau psychologique, tout ce qui va être estime de soi, les croyances qu'on peut avoir, les capacités d'adaptation. Il faut savoir que ces 3 points-là, on va les regrouper un peu, si vous voulez, une métaphore, dans un sorte de verre d'eau. On a tous des verres d'eau de base qui sont de taille et de formes différentes, avec un niveau d'eau qui est préétabli. Donc pour certains, ça va être des très grands verres avec beaucoup d'eau, d'autres des tout petits verres mais avec très peu d'eau, et inversement. Et au fur et à mesure de notre vie, on va vivre des événements qui vont venir du coup rajouter de l'eau au fur et à mesure. Et donc quand l'eau déborde du verre, du coup, on va avoir tendance à rentrer dans les troubles psychiques. Ici, je vous ai mis du coup cette illustration qui représente le double continuum de la santé mentale. Parce qu'il faut savoir que c'est pas parce qu'on souffre d'un trouble psychique que forcément notre vie peut être fortement impactée. Dans un côté, on a par exemple le fait d'avoir un trouble de santé mentale, mais être dans un bien-être, dans une santé mentale optimale. Du coup, on peut ressentir qu'on se sent bien, qu'on n'exprime pas de symptômes, de par notre entourage qui peut être étayant, de par les prises en charge aussi qu'on peut faire. Donc même si on a une maladie psychique, finalement, on arrive très bien à la gérer au quotidien et donc être dans un bien-être. Au contraire, on peut ne pas avoir de diagnostic, avoir une absence de troubles de santé mentale, mais par contre, avoir plutôt exprimer un mal-être. Donc ça peut être parfois les petites dépressions qu'on a le dimanche soir, avec le fait qu'on se dit, bah, je traverse là une période un peu difficile. Donc il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de maladie, mais pourtant on peut quand même exprimer un mal-être. Donc c'est ça qui est très important à prendre en considération, c'est que maladie ne veut pas forcément dire handicap au quotidien. Et du coup, au niveau de la stigmatisation, c'est ça qui va devenir compliqué. Du coup, au niveau de la stigmatisation, donc les personnes qui vivent avec des troubles disent souffrir davantage de la stigmatisation que ces symptômes même de la maladie. Si on regarde du coup un peu la plante sur le côté, il faut savoir que la discrimination, ça va être représenté par toutes les feuilles et les tiges qui sortent, et la stigmatisation, ça va être les racines. Donc si on vient juste couper les feuilles et les tiges, la discrimination, il n'y a plus de discrimination pendant un temps, mais sauf que les racines qui sont toujours là vont faire que ça repousse. Si on vient vraiment à la base, donc prendre les racines et arracher les racines, la stigmatisation, ça va nous permettre également de faire disparaître la discrimination. La discrimination, donc il y a un cycle dans la discrimination qui est détaillé sur cette image. On a tout d'abord le fait d'avoir un étiquetage. Donc on distingue selon certaines différences visibles. Par exemple, on regarde avec méfiance les gens qui peuvent parler tout seuls dans la rue. On se dit, oula, cette personne elle est bizarre, elle est peut-être un peu folle. Il y a des stéréotypes également. Donc, on généralise des défauts à partir d'une caractéristique. Exemple, on considère que les personnes suivies en psychiatrie sont toutes malades et qu'elles sont toutes dangereuses. On va souvent avoir tendance de dire, oula, l'hôpital psychiatrique, mais c'est pour les fous, c'est pour les dangereux, je ne veux pas trop m'y approcher. La troisième aussi, c'est le fait de séparer. On différencie certaines personnes des autres. Il y a eux, ceux qui sont malades, et il y a nous. On n'est pas pareil, on n'est pas dans la même sphère. Donc, on va vraiment venir catégoriser et faire une barrière en fait entre nous et les personnes qui peuvent souffrir de maladies psychiques. Et enfin, il y a la discrimination qui est priver une personne d'égalité, les traiter différemment aux yeux de la loi. Donc, par exemple, lorsqu'on refuse l'accès à un emploi à une personne qui peut souffrir de dépression. Au niveau des prises en charge, donc on peut faire appel à ses proches, avec toujours en gardant à l'idée que nos proches ne sont pas des soignants. Ils sont là pour nous écouter, ils sont là pour nous orienter, pour nous aider. Mais par contre, ils n'ont pas connaissance forcément de tous les mécanismes des prises en charge qui peuvent être adaptés. Et on ne peut pas leur incomber du coup cette charge au quotidien. C'est des ressources, mais c'est important également de faire appel à des professionnels comme les psychologues ou les neuropsychologues, les psychologues pour des psychothérapies, pour pouvoir parler de son mal-être. Les neuropsychologues, pour tout ce qui va être plus au niveau cognitif, va pouvoir venir stimuler un peu nos capacités attentionnelles, nos capacités mnésiques, voir avec eux quelles stratégies on peut mettre en place au quotidien. Les psychiatres, pour pouvoir suivre un traitement. Comme ce sont des maladies chroniques, c'est des maladies un peu comme le diabète, où on va devoir suivre plus ou moins un traitement tout au cours de notre vie. C'est pareil dans ces maladies-là. Donc, il y a un traitement. L'idée, c'est de trouver le traitement le plus minime possible, mais qui permet de venir atténuer certains symptômes. Les infirmières, avec qui on peut également discuter, parce qu'ils ont une connaissance des médicaments qui sont souvent disponibles et qui peuvent répondre du coup aux questions. Les assistantes sociales pour connaître nos droits et savoir les démarches qu'on peut faire auprès des établissements comme la maison la MDPH. Et les institutions, au niveau des institutions, on a du coup l'hospitalisation. Pourquoi l'hospitalisation Parce que souvent, quand on est en crise, on ne se rend pas compte qu'on ne va pas bien, on se sent dépassé, on ne sait pas quoi faire. Et les professionnels nous permettent un peu d'être dans un sas pour pouvoir
retrouver un équilibre, retrouver aussi peut-être un traitement qui est peut-être plus adapté, pouvoir discuter avec d'autres personnes qui ont les mêmes difficultés et des professionnels avant de pouvoir retrouver sa vie en société. Les soins en ambulatoire, c'est des soins dans lesquels on vient juste pour la journée et on ressort le soir, on dort chez soi. Donc il y a les CMP qui sont des centres médico-psychologiques qui nous permettent d'avoir accès à un psychiatre, à un psychologue, une assistante sociale selon nos besoins, qui sont gratuits. Les AGJ qui sont des hôpitaux de jour, donc on vient toute la journée pour être avec d'autres personnes et des professionnels. Et les centres de jour, on vient juste pour nos activités ponctuelles. Alors maintenant, on va parler des, des handicaps cognitifs. Donc, il y a différentes choses à distinguer. Donc, on a d'une part les troubles du neurodéveloppement, donc on appelle plus communément et rapidement les TND. Donc, en fait, les troubles du neurodéveloppement, comme on a vu dans le questionnaire tout à l'heure, ça va affecter les enfants, donc au début de leur développement, et ça va du coup altérer le développement normal d'un domaine cognitif en particulier. Donc parfois on peut cumuler les TND, mais du coup, par exemple, les domaines cognitifs qui peuvent être touchés, ça va être l'attention, le langage, la motricité. Donc parmi les TND, on comprend notamment le fameux trouble de l'attention, donc le TDAH, dont on entend de plus en plus parler. On a aussi tout ce qui est en lien avec le TSA, donc c'est-à-dire c'est les troubles du spectre de l'autisme. Et on a aussi donc la dysphasie dont on a vu la vidéo tout à l'heure d'explication et la dyspraxie. Ça, on verra plus tard ce que c'est. Et ensuite, donc contrairement du coup aux troubles psychiques dont Sybille a parlé, ça apparaît du coup très tôt. Hein. Ça paraît pas forcément à l'âge adulte. Et ensuite, on a les troubles des apprentissages. Donc, eux vont pas concerner un domaine cognitif en particulier, donc comme le langage, l'attention, etc. Mais ça va vraiment toucher des compétences spécifiques et académiques. Donc, par exemple, la lecture, l'écriture, etc. Donc, généralement, l'enfant y est confronté à l'école lors des apprentissages. Et chose à souligner, c'est pas lié à l'intelligence, c'est-à-dire qu'on peut être tout à fait intelligent, avoir des très bonnes capacités au niveau du raisonnement, de la logique, voilà, de tout ce qui est raisonnement inductif, déductif, etc. Mais quand on est face à un texte, avoir de vraies difficultés pathologiques au niveau de la lecture, par exemple. Donc je laisse la parole à Sybille qui va vous expliquer le TDAH et le TSA. Donc pour parler de TDAH, on va faire une petite expérience ensemble. On va vous demander de compter combien il y a de personnes qui portent un t-shirt blanc et qui se font des passes avec un ballon. Est-ce que vous avez vu qu'il y avait 16 passes? Est-ce que vous avez tous vu 16 passes ou pas lorsque vous avez compté? Ouais, dans l'ensemble, vous avez eu 16, donc le bon résultat. Après, j'imagine que du coup... Qui a vu autre chose? The monkey business illusion. Vous avez vu quoi? Ouais. Est-ce que il y a des personnes qui n'ont pas vu le gorille? The monkey business illusion. The correct answer is Donc effectivement, il y a un gorille, sauf qu'on estime qu'une personne sur deux ne voit pas le gorille. Ne fait pas attention parce qu'il est concentré for du people coup who sur les haven't passes seen or heard about it, et il it's fait like pas attention au gorille qui apparaît au centre de l'écran. if you knew about the gorilla, you probably saw it. Vous avez vu le gorille, mais est-ce que vous avez vu par contre que les rideaux ont changé de couleur? Being the game. Parce qu'il y avait un gorille, mais il y avait également un changement de couleur au niveau des rideaux, donc on va revoir la vidéo. Là, on voit le gorille qui est passé. There goes a Le player. gorille passe The curtain is et le rideau passe orange alors qu'il était rouge initialement. looking for a gorilla. You often miss other unexpected events. Donc voilà, ça nous montre un peu ce que peut être l'attention. Une composante de l'attention, c'est le fait de pouvoir focaliser son attention sur un aspect, mais par contre faire abstraction de tout l'environnement.
On va continuer avec une autre expérience cette fois-ci. Vous voyez le mot pomme écrit plein de fois à l'écran et je vais vous demander de me dire si vous voyez d'autres endroits où le mot pomme n'est pas écrit. Ouais, il y a écrit Pam. Il est écrit combien de fois, Pam? Est-ce que, à la place de Pam, est-ce que vous voyez autre chose? J'ai entendu, ouais, il y a des pommes. Donc effectivement, il y a écrit pomme, Pam et pomme. Donc on voit ici, effectivement, donc il y a 3 fois écrit Pam et 3 fois écrit pomme. Je ne sais pas si vous l'avez tous vu. Ce qui nous permet du coup de faire cette discrimination, encore une fois, c'est l'attention sélective qui va nous permettre du coup de se focaliser sur le texte, de pouvoir déjà compter alors qu'il y a plein de bruit en ce moment même. Donc vous allez faire abstraction du bruit qui vous entoure et en plus, vous allez vraiment essayer de lire, donc faire une attention sélective visuelle. Donc, attention, il y a différents types d'attention. On ne va pas vous expliquer en long, en large et en travers les différents types, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a ce qu'on appelle l'attention sélective, donc qui est la tâche que vous venez de faire en essayant de retrouver les discriminants de pommes. Il y a l'attention divisée, c'est le fait de pouvoir faire 2 choses en même temps. Par exemple, lorsque vous devez écouter les professeurs et en même temps prendre des notes, parce qu'on doit écouter ce que l'interlocuteur est en train de nous dire et en même temps noter. Donc, on partage notre attention sur 2 supports. Il y a l'attention soutenue. L'attention soutenue, c'est le fait de pouvoir rester attentif sur une longue période. Donc, on estime que c'est supérieur à 17 minutes. Et après, on a toute cette petite partie qui est fonction exécutive, qui va regrouper un peu tout ce qui nous permet de faire face à des situations nouvelles, comme le fait de pouvoir s'organiser, donc pouvoir dire, OK, aujourd'hui, je sais que j'ai tel cours et tel cours, à quelle heure il faut que je me lève, quelle matière, quel cahier, quel ordinateur je dois, enfin, dans mon sac, qu'est-ce que je dois mettre pour assister au cours. Il y a le fait de pouvoir inhiber, donc mettre de côté un automatisme. Par exemple, le matin, j'ai l'habitude de prendre du café, sauf que mon médecin m'a dit d'arrêter le café. Donc, mettre de côté cet automatisme, prendre du café pour prendre du thé à la place. Et il y a également le fait de pouvoir faire de ce qu'on appelle de la flexibilité mentale. Donc, le fait de pouvoir changer de point de vue. Ma stratégie ne fonctionne pas, OK, je la laisse tomber pour en adapter une autre. Donc, dans le trouble de l'attention, il faut savoir que c'est un trouble donc, neurodéveloppemental qui associe des troubles psychiatriques, neurologiques et développementaux. Il y a une prévalence de 5% chez l'enfant et ça tend à diminuer à 2,99% chez l'adulte. Alors pourquoi ça diminue? Parce qu'on estime qu'à l'âge adulte, en fait, on a mis en place des stratégies adaptatives pour faire face aux difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien. Dans ce trouble, pour être diagnostiqué, il faut qu'il y ait une altération au niveau familial, social et académique ou professionnel. C'est un trouble qui est complexe à diagnostiquer parce qu'en fait, il est très diversifié d'une personne à une autre. Le TDAH ne s'exprimera pas de la même façon. Il y a 3 grands domaines. Il y a donc tout ce qui est inattention. Donc, par exemple, le fait de ne pas avoir vu le gorille ou le fait de ne pas avoir réussi à trouver les différents mots. C'est de l'inattention. Il y a tout ce qui est hyperactivité, donc qui va être l'agitation. Ça peut être de l'agitation motrice, le fait de toujours avoir besoin de bouger les jambes, ou alors même une agitation psychique, le fait d'avoir plein d'idées qui vont à 1000 à l'heure dans notre tête, on n'arrive pas à les arrêter. Et il y a l'impulsivité, c'est le fait vraiment de ne pas pouvoir réussir à freiner ces automatismes. Donc, par exemple, prendre la parole avant même que la question ait fini d'être posée. Dans le TDAH, il y a 3 formes. Il y a la forme du coup inattention, il y a la forme hyperactivité et impulsivité, et il y a une forme mixte. On estime que la forme hyperactivité, elle est plus en lien chez les jeunes garçons que chez les jeunes femmes. Au niveau des prises en charge, donc si on a un trouble de l'attention, on peut aller voir un neuropsychologue parce qu'il va nous permettre justement de pouvoir trouver des stratégies adaptatives au quotidien. Par exemple, réfléchir avec le neuropsychologue nous permet de se dire, OK, en fait, il faut que je réussisse à séquencer les tâches, donc ce que je vous ai mis dans les aménagements. Donc, au lieu de me dire, bah, là, je vais faire 4 heures de créa ou je ne sais pas quel cours vous avez, mais 4 heures de la même matière, je ne vais pas réussir à être attentif pendant 4 heures, bah, je vais faire une demi-heure de cette matière, puis une demi-heure d'une autre, et ainsi de suite, parce qu'en fait, la nouveauté, à chaque fois, ça va venir restimuler mon attention, et c'est ce qui est important, c'est que la motivation, et en fait, au niveau du TDAH, à partir du moment où on n'a plus de motivation, on peut être sûr que nos difficultés attentionnelles ressortent.
Le neuropsychologue, il permet également du coup de venir trouver des stratégies, mais en ayant un autre point de vue. Depuis tout petit, on fonctionne avec telle ou telle façon au niveau attentionnel, au niveau mémoire. Et ben, il va te permettre d'avoir un autre prisme pour savoir comment est-ce qu'on peut faire pour être attentif. Par exemple, les pommes, il va nous dire, bah, OK, au lieu d'avoir une lecture en colonne, peut-être avoir une lecture en ligne, ça sera plus simple. Le médecin, donc on fait souvent appel à un psychiatre parce que c'est lui qui va prescrire le fameux médicament qui est la Ritaline, qui est assez controversé chez l'adulte, mais qui permet du coup de venir stimuler les performances attentionnelles. Et enfin, le psychologue, parce que comme on l'a dit, donc il y a quand même pas mal d'autres comorbidités qui sont en lien avec le TDAH. Et donc le psychologue va permettre de venir travailler sur, par exemple, les troubles anxieux qui peuvent être associés. Au niveau des aménagements que vous pouvez mettre en place, si vous avez un trouble de l'attention, vous pouvez déjà vous placer au premier rang en cours. Alors le premier rang, c'est pas forcément le plus fun, mais c'est ce qui vous permet quand même de pouvoir limiter les interactions que vous pouvez avoir et vraiment limiter donc toutes les distractions environnementales. Parce que si vous êtes au 3, 4 ou au fond de la salle, en fait, vous avez plein de camarades devant qui peuvent parler, qui peuvent s'échanger des stylos, et donc ça va venir parasiter votre attention. Utiliser un casque anti-bruit, si vous n'arrivez pas à faire abstraction du bruit qui vous entoure, va permettre du coup de vraiment vous mettre dans votre bulle et donc de focaliser votre attention. Séquencer les tâches comme je vous en parlais. Faire des micro-pauses. Donc vraiment, le micro-pause, c'est vraiment se lever, aller prendre un verre d'eau, mais histoire de souffler 2 minutes et de revenir s'asseoir. Parce que l'attention, il faut savoir que c'est un peu comme une pile. On a tous une pile avec un stock d'attention, sauf que dans le trouble de l'attention, cette pile, elle va se vider très rapidement. Et donc, il lui faut un temps pour se régénérer. Donc, ces micro-pauses vont permettre à notre pile de se régénérer un petit peu. Réaliser des organigrammes pour pouvoir s'organiser, pour se dire, bah, OK, je vois, j'ai un visuel sur ce que je dois faire et donc je peux savoir derrière qu'est-ce que je dois prendre et même faire des checklists en mettant du coup des croix dès que j'ai bien mis dans mon sac mon compas, mon classeur, etc. Un vide-poche à l'entrée, parce que généralement, dans le trouble d'attention, on peut perdre beaucoup nos affaires. Donc, un vide-poche permet de se dire, OK, je sais que quand je rentre chez moi, je pose mes clés de maison, je pose mon téléphone, je pose les choses importantes, mon passe Navigo, pour pas les perdre. Et la demande d'un tiers-temps supplémentaire pour les examens nous permet justement de venir avoir un temps supplémentaire pour recharger un peu cette pile attentionnelle, donc faire ces pauses pendant l'examen pour revenir se concentrer. Maintenant, on va vous montrer une vidéo sur le trouble du spectre de l'autisme. Et donc, cette vidéo vous permet de vous rendre compte un petit peu ce que c'est qu'une personne qui souffre du spectre de l'autisme en se mettant dans sa peau. I'm not naughty. I'm autistic. We're sorry to announce this train has been delayed. Please listen for further announcements. Donc ici, ça vous permet de vous mettre un peu dans la peau d'une personne qui peut être atteinte d'un trouble du spectre de l'autisme. Il faut savoir qu'on parle de spectre parce que, encore une fois, c'est sur un continuum et donc, en fait, ça va s'exprimer différemment d'une personne à une autre. Toutes les personnes qui ont un TSA n'ont pas forcément toutes ces hypersensorialités, que ce soit visuelle, auditive, etc. Le trouble du spectre de l'autisme, c'est un trouble de la cognition sociale. Donc, c'est un trouble pour pouvoir interagir avec les autres, pour pouvoir communiquer et ce qu'on appelle avoir des intérêts spécifiques. Donc, ça va être pouvoir décoder les émotions, que ce soit celles des autres, mais aussi les siennes, réussir à les comprendre, pouvoir exprimer ce qu'on a envie. Le petit garçon qu'on a pu voir dans la vidéo, il était surchargé par tous ces stimulus dans tous les sens et il n'arrivait pas à communiquer avec sa maman pour lui dire que là, c'était trop pour lui et donc il a eu tendance à s'agiter un petit peu parce qu'il n'arrivait pas à exprimer ses besoins.
intérêts spécifiques, parce que ça va être des intérêts très spécifiques dans certains domaines, ce qu'on appelle des intérêts restreints, qui sont souvent transitoires, mais pas forcément. Par exemple, avoir un intérêt spécifique pour l'année de 1892 à 1893, et donc faire plein de recherches à ce sujet-là, ou alors vraiment se passionner pour le cosmos, etc. Donc c'est une multitude d'autisme. Il n'y a pas un autisme, il y a vraiment une multitude d'autisme. Et actuellement, on parle plus de autiste Asperger. Je ne sais pas si ça vous parle. À une époque, on parlait d'autiste Asperger. Asperger, en fait, ça veut juste dire sans déficience intellectuelle. Donc maintenant, on parle juste d'autiste avec ou sans déficience intellectuelle. Au niveau des signes cliniques pour pouvoir repérer les troubles du spectre de l'autisme, c'est des personnes qui évitent les interactions sociales, qui donnent l'impression de ne pas avoir conscience des autres, qui ont des difficultés de maintien du contact oculaire, qui ont des intérêts restreints, une hypersensorialité, des écholalies. Donc les écholalies, c'est le fait de répéter des mots qui n'ont pas forcément de sens pour eux, mais ils vont répéter en boucle des mots. Et le flapping, c'est le fait d'agiter ses mains. Et en fait, tout ça, ça va permettre un peu de les rassurer. Le TSA, il s'exprime aussi différemment, encore une fois, chez les garçons que chez les filles, et va être davantage compliqué à diagnostiquer chez les filles, notamment au vu des normes sociétales qu'il peut y avoir, parce qu'on estime qu'une fille doit rester plutôt tranquille en cours, et donc si elle a un peu moins d'interaction sociale, c'est moins problématique qu'un garçon, et donc ça va être un diagnostic qui sont un peu plus tardifs chez la femme. Au niveau des prises en charge, donc on va leur proposer de faire des groupes d'entraînement aux habilités sociales, parce qu'en fait, ils n'ont pas appris toutes les normes sociales qu'on peut connaître. Chez nous, ça a été assez inné. En fait, on a reproduit ce qu'on a pu voir. Je ne sais pas si ça vous parle, mais quand vous étiez enfant, vous pouvez peut-être jouer à la dinette, jouer au papa et la maman. C'est ce qu'on appelle des jeux d'imitation. Donc, on reproduit ce qu'on a pu voir, et donc ce qui nous permet un apprentissage. Les personnes qui souffrent du spectre de l'autisme, ils n'ont pas du tout ces jeux-là. Et donc, en fait, ils n'ont pas appris de façon classique comme nous. Et donc, ils vont avoir besoin d'un entraînement et d'un apprentissage vraiment théorique pour leur expliquer pourquoi est-ce qu'il faut agir de telle ou telle façon selon les situations sociales. Des psychothérapies qui permettent également de prendre en charge toutes les comorbidités. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de comorbidités, comme les troubles anxieux. Les groupes de reconnaissance des émotions, parce que comme je vous l'ai dit, ils ont du mal à avoir accès aussi bien aux émotions des autres qu'à leurs propres émotions, et pouvoir juste décoder un visage, se dire que si les lèvres montent vers le haut, bah, ça peut être signe de joie parce qu'il y a un sourire, c'est pas inné chez eux. Il y a les groupes de gestion du stress, donc pouvoir faire face à toutes ces sollicitations qu'ils peuvent avoir au quotidien, pouvoir apprendre à respirer de telle ou telle façon, donc stimuler une ventilation qui est plutôt ventrale, et ce qu'on appelle de l'éducation thérapeutique pour leur expliquer ce que c'est le trouble du spectre de l'autisme et pour expliquer à leurs proches également ce que c'est le trouble du spectre de l'autisme. Au niveau des aménagements, donc encore une fois, on peut leur proposer d'utiliser un casque anti-bruit, notamment s'ils ont une hypersensibilité au bruit. Leur permettre de lire les questions avant le texte, parce qu'en fait, souvent, ils ont besoin de savoir et de contrôler ce qui se passe, et donc pouvoir se dire, OK, je sais qu'on va me demander telle chose, ça va permettre d'être rassuré, de se dire, bon, bah, maintenant, je dois chercher ça dans mon texte, et donc leur permettre vraiment d'avoir accès aux questions avant. Leur proposer de restituer les connaissances sous une autre forme, parce que bah, du coup, ils ne vont pas avoir cette capacité dont je vous parlais tout à l'heure de flexibilité. Il y a plutôt une rigidité, et du coup, leur permettre d'avoir une forme qui leur est propre pour qu'ils puissent quand même expliquer toutes les connaissances qu'ils ont pu avoir au cours de l'année. Avoir des outils de communication qui sont alternatifs, parce que du coup, au niveau de la communication, comme on l'a vu tout à l'heure, la communication se fait de façon différente que ce qu'on peut faire, et donc leur permettre de communiquer à leur façon également pour pouvoir avoir des interactions sociales finalement. Leur permettre de sortir de cours s'il y a une surcharge, parce que le bruit, le stress qu'ils peuvent avoir, du coup, au lieu d'avoir un autre verre, encore une fois, qui déborde, on leur proposer d'aller dans un espace calme qui leur est dédié, où ils peuvent vraiment prendre le temps de se recentrer avant de revenir en cours. Et encore une fois, un tiers-temps pour leur permettre de faire face à toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir au quotidien. Alors, je vais reprendre le relais du coup avec les troubles des apprentissages. Donc là, on va s'attarder sur la dyslexie, qui est du coup un trouble de la lecture. Donc il y a 5000 ans, l'humain est passé de la préhistoire à l'histoire en inventant l'écriture. Il a permis du coup de préserver et de partager ses idées grâce à l'écriture. Pour autant, on n'a jamais été doté d'une capacité à lire qui a été innée.
contrairement du coup à la parole, où on dispose un peu d'une sorte de boîte à outils qui nous permet de développer la parole grâce à notre environnement, l'écriture n'est pas du tout innée chez nous et on doit du coup passer à l'école pour apprendre l'écriture et la lecture. Et en fait, nos capacités de lecture sont le fruit d'un réaménagement au niveau de notre cerveau. Donc c'est ce qu'on appelle le recyclage neuronal. Donc c'est-à-dire que notre capacité à reconnaître les lettres dans notre cerveau est en fait à l'origine notre capacité à reconnaître les formes et les visages. Donc voilà, ça a été réaménagé, recyclé justement pour qu'on puisse s'adapter à la lecture. Et c'est justement chez les dyslexiques, ça va être justement la reconnaissance au niveau des lettres qui va être perturbée. Donc pour apprendre à lire, nous avons tous appris à associer des sons à des lettres. Donc, ce qu'on appelle l'étape de déchiffrement, c'est-à-dire que on devait apprendre à lire les mots syllabe par syllabe pour du coup comprendre le mot qui était écrit. Et à force de temps et de répétition, la lecture est devenue de plus en plus fluide, au point où on n'a plus besoin de passer par cette étape de déchiffrement syllabe par syllabe, mais on reconnaît les mots maintenant comme un tout, comme une image, spontanément. Et pour vous prouver voilà, ce que je suis en train de vous dire, je vais vous demander de lire ce texte. Et normalement, vous ne devriez pas avoir trop de difficultés. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Donc vous avez vu, c'est bien la preuve que notre cerveau est tellement habitué à lire qu'en fait, il reconnaît les mots spontanément, même si les lettres sont inversées. Alors c'est justement en fait chez les dyslexies cette association de lettres à des sons qui est difficile. Elle est difficile notamment, ou sinon la reconnaissance des mots est plus lente. Elle peut être difficile notamment parce qu'il peut y avoir des confusions entre les lettres qui sont visuellement proches, notamment ce qu'on appelle les lettres miroirs, c'est-à-dire entre les B et les D, en fait c'est juste la symétrie, les P et les Q, ou les lettres qui sont aussi visuellement proches, par exemple le N ou le M, ou le O ou le E en dactylographié, c'est très proche. Il peut aussi y avoir des confusions au niveau des sons, donc notamment entre le F et le V, le CH et le JE. Voilà, ça va être très difficile pour, par exemple, des personnes dyslexiques de faire la distinction entre ces sons-là, ou en tout cas, ça va leur demander beaucoup plus d'efforts au niveau de la lecture et de l'écriture. Donc du coup, la lecture devient plus lente, plus fastidieuse et plus coûteuse en termes d'attention, ce qui du coup rend la tâche beaucoup plus difficile. Notamment donc, en français, c'est d'autant plus difficile parce que c'est une langue opaque, c'est-à-dire que pour un son, il peut y avoir différentes orthographes. Donc voilà, je vous ai donné un exemple, par exemple, du prénom Tiphaine, qui peut s'orthographier de 6 façons différentes. Et encore, je pense qu'on peut on peut trouver d'autres formes d'orthographe. Et on a aussi la symétrie inverse, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui ne se lisent pas comme ils s'écrivent. Donc du coup, c'est le cas de monsieur, voilà, qui s'écrit monsieur, de femme qui s'écrit femme, et de fils qui s'écrit fils. Alors que l'italien est une langue beaucoup plus transparente, c'est-à-dire que la correspondance entre les sons et les lettres est beaucoup plus régulière. Alors, les signes qui peuvent vous alerter si vous êtes sujet à la dyslexie, c'est que vous avez peut-être eu des antécédents au niveau du langage oral, donc avec des retards de parole ou des difficultés de prononciation. On estime que 40% des personnes qui ont eu des difficultés au niveau du langage oral développent également une dyslexie. Si vous avez eu des difficultés au niveau de la lecture persistante, qui a du coup aussi nécessité une prise en charge auprès d'une orthophoniste, cela peut être un signe d'alerte. Et il y a certaines formes de dyslexie qui sont assez légères. Du coup, certaines personnes et étudiants peuvent passer entre les mailles du filet. Et c'est notamment plutôt fin lycée, début, enfin voilà, études post-bac, où du coup, les difficultés peuvent se faire ressentir parce que la cadence en lecture est plus accrue. Et donc, notamment, si aujourd'hui vous présentez une certaine fatigue mentale lors d'une exposition à la lecture plus ou moins prolongée, bah, ça peut être aussi un signe à vous alerter. Donc, dans ces cas-là, il faut vous diriger vers une orthophoniste qui pourra faire un bilan et possiblement une prise en charge. Donc, si déjà présent, vous savez que vous êtes dyslexique, il y a différents outils de compensation qui permettent voilà, de contourner vos difficultés. Donc, il y a notamment l'utilisation d'outils numériques comme les lecteurs vocaux. Il y a aussi les livres audio qui se démocratisent de plus en plus. Des outils de correction automatique
Notamment il y a le logiciel Antidote, voilà, qui permet un peu de corriger aussi les fautes d'orthographe, parce qu'on sait que la dyslexie est aussi associée à la dysorthographie, qui est aussi un trouble de l'orthographe. Vous pouvez privilégier les supports visuels, comme les schémas, les mind maps, pour justement éviter d'avoir trop de production écrite à faire, et du coup pour structurer vos idées autrement, de manière plus visuelle plutôt qu'à l'écrit. Et forcément aussi une demande de tiers-temps pour les examens, parce que comme la lecture de consignes est plus fastidieuse, et aussi la rédaction est plus lente, bah forcément ça demande un temps supplémentaire par rapport à vos camarades. Donc voilà, je vous ai mis des exemples, mais peut-être qu'on vous enverra le PowerPoint à diffuser ensuite. Ensuite, on a dyscalculie. Donc là, c'est un trouble de la cognition mathématique, donc ça c'est plus rare par rapport à la dyslexie. Donc, je vais juste vous demander, pour les diapos suivantes, de me dire le nombre de fruits que vous voyez sans compter. Vraiment juste identifier les quantités. Voilà, alors normalement, vous n'avez pas dû avoir de difficulté à reconnaître les quantités. En fait, c'est une capacité qu'on a à la naissance. C'est ce qu'on appelle la subitisation. Et c'est-à-dire c'est une capacité que l'on développe naturellement et qui est la capacité de reconnaître des petites quantités. Et évidemment, quand les quantités deviennent plus importantes, là, il faut compter. Et du coup, le comptage se fait pour le coup à l'école. Et justement, chez les personnes avec une dyscalculie, c'est là où ça va être difficile. Parce que du coup, la dyscalculie va affecter l'utilisation et la compréhension des nombres. Donc voilà, donc c'est un dysfonctionnement dans les structures cérébrales qui gèrent la compréhension du nombre. Et du coup, les personnes qui ont des dyscalculies peuvent rencontrer des difficultés justement à estimer des quantités ou à se représenter les valeurs, que vaut 100, que vaut 1000, que vaut 10 000 par rapport à 1000. Tout ça est très flou et c'est comme si elles manipulaient des chiffres sans forcément comprendre ce qu'on demandait de ces chiffres-là. Donc ça, c'est la dyscalculie primitive. Il y a la dyscalculie secondaire. Donc là, la dyscalculie secondaire, c'est quand ça va toucher un domaine. Ça ne va pas toucher le sens du nombre, mais ça va toucher un domaine cognitif autre. Donc par exemple l'attention, le langage, la mémoire, etc. Mais qui, en retour, va altérer la capacité de calcul. Donc en quelque sorte, ce sont des dyscalculies symptômes, en quelque sorte. Donc par exemple, vous avez la dyscalculie linguistique. Donc ça, ce sont des personnes qui vont avoir des difficultés au niveau du langage. Donc, on sait que par exemple, il y a certains problèmes mathématiques qui sont exprimés sous forme de phrases, de mots. Et du coup, une personne qui a des difficultés de langage va avoir des difficultés à traduire cet énoncé-là en opération mathématique. On a la dyscalculie mnésique. Donc ça, c'est des personnes qui ont des troubles de la mémoire. Donc ça peut être des difficultés à retenir les dates, les poésies, mais aussi des difficultés à retenir les tables de multiplication ou les règles à l'algébrique. Les difficultés, enfin les dyscalculies spatiales. Donc ça, c'est qu'on a un trouble visio-spatial. Donc c'est-à-dire c'est une incapacité à analyser son environnement spatial. Donc du coup à reconnaître les formes, à reconnaître les distances. Enfin, voilà, tout notre environnement va être altéré au niveau de l'analyse. Et donc forcément, les figures de géométrie vont être beaucoup plus difficiles à reproduire. Notamment aussi la lecture des nombres complexes. Donc, par exemple, dans 21 000, le 1 vaut 1000, alors que dans 20 100, le 1 vaut 100. Et forcément qu'on a des difficultés à se représenter les objets par rapport aux autres, la lecture des nombres est beaucoup plus fastidieuse. Donc, pareil aussi, l'exemple du foie, en fait, c'est juste un plus qui est incliné. Donc, pareil, qu'on a des difficultés au niveau de la représentation et notamment au niveau de la rotation spatiale. Voilà, pour incliner les objets, on peut mal lire les signes mathématiques. Donc pareil aussi pour supérieur A, inférieur A, on peut avoir de vraies confusions. Et enfin, on a la dyscalculie exécutive. Donc ça, c'est des personnes qui vont avoir des troubles de l'attention, qui vont faire du coup des erreurs d'étourderie. Donc déjà, ça nous arrive à tous de faire des erreurs d'étourderie en mathématiques. Donc imaginez pour des personnes qui ont des troubles de l'attention véridiques, ça va être d'autant plus difficile. Et on sait qu'il y a certains calculs aussi qui nécessitent une succession d'opérations. C'est le résultat à un premier calcul qui va nous permettre d'obtenir le résultat à un second, qui lui-même va nous permettre d'obtenir le résultat à un troisième, etc. Et quand on est étourdi, quand on est étourdi, distrait, qu'on a des difficultés à mettre un plan et qu'on est impulsif, toutes ces épreuves-là
tout ce calcul-là, cette succession d'étapes, va être d'autant plus difficile à réaliser. Donc, les outils pour compenser. Donc déjà, pour les dyscalculies primitives, ça va être de rendre les mathématiques le plus concret possible, le moins abstrait. C'est-à-dire que du coup, on peut passer par la visualisation et la manipulation. Donc là, je vous ai mis un peu des exemples. Il y a pas mal de choses qui sont faites maintenant sur Internet qui permettent de mieux manipuler les mathématiques par des logiciels notamment. Ça va être de fractionner les étapes, les tâches complexes en une succession de petites étapes pour décharger la mémoire de travail. Voilà, au lieu de tout emmagasiner dans notre mémoire, on va un peu décharger et du coup, essayer de faire une trame de nos calculs à faire. Prévoir un temps supplémentaire et aussi utiliser différents supports vidéo pour comprendre les notions. Donc, il y a notamment Khan Academy et Photomat qui permet aussi on photographie un problème mathématique qui va vous expliquer étape par étape comment obtenir le résultat. Ensuite, donc, on va faire la dyspraxie. Donc ça, la dyspraxie, c'est un trouble de la coordination motrice. Mais avant de vous expliquer ce que c'est, je vais vous montrer une vidéo d'une étudiante qui, du coup, a une dyspraxie. Et je vais vous demander de relever un peu des indices, justement, sur les difficultés qu'elle rencontre au quotidien. La dyspraxie est d'origine neurologique. C'est un trouble de l'apprentissage qui affecte la programmation gestuelle, souvent associé à des troubles visio-spatiaux et visio-moteurs. Ok, ce matin j'ai cours en salle 11. C'est laquelle déjà? Après j'ai rendez-vous avec Max à la cafette et puis on doit aller bosser à la bibliothèque. Et en fin de journée, j'ai quoi déjà? Ah oui, j'ai cours en salle 33. C'est le dernier étage, je crois. Voilà, donc comme vous voyez sur la carte qui est affichée au tableau, on se rend bien compte au niveau national du délitement des partis traditionnels, puisque comme vous le savez, le Parti Socialiste et le Parti Communiste ont perdu quasiment 80% de leurs sièges. Et on se rend compte surtout que... Comment ça se fait que t'as ça, toi? Je suis dyslexique, ce sont des supports adaptés. Mais c'est trop bien. Tu vas en faire une copie, tu dois te signaler au pôle handicap, ils vont prévenir le prof. Pour la République en marche. Ah mais voilà, grave. je pense que cette carte est très claire pour tout le monde. Alors, qu'avez-vous repéré? Ouais. Elle n'arrivait pas à faire ses lacets, ouais. Ouais, elle avait du mal à se repérer dans la salle. Sur le plan, est-ce que vous avez repéré d'autres choses? Ouais, au fond? J'entends pas. Difficulté à faire ses lacets, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez vues? Ouais. Ouais, parce qu'elle est en situation de double tâche. On verra pourquoi. Est-ce qu'il y a autre chose? Organisation de la journée, ouais. Au niveau temporel aussi, au niveau du temps. Très bien. Bah, en fait, ouais. Elle a refait elle avait des difficultés à faire ses lacets. Donc déjà, on voit, avant de se rendre à son cours, elle est obligée de faire un peu une checklist des endroits qu'elle doit voir. Enfin, des endroits où elle doit aller. Et du coup, on voit que ça la stresse parce qu'elle sait qu'elle va être confrontée à des difficultés parce qu'elle, justement, elle a du mal à se repérer. On voit ensuite qu'elle a du mal à faire ses lacets. Donc voilà, justement, c'est des difficultés au niveau de la motricité fine. Après, elle va voir le plan de la classe, enfin de son école. Et on voit qu'elle repart et elle revient voir le plan parce que justement, elle a des difficultés au niveau de l'analyse, voilà, des schémas et des plans. Et ensuite, effectivement, en cours,
elle a du mal à regarder les cartes. En fait, c'est une carte de la France qui est projetée. Elle a du mal à comprendre parce que du coup, déjà, la carte est difficile pour elle à analyser. Parce que ça, on verra, c'est en lien avec des difficultés visio-spatiales. Et en plus, le prof parle en même temps. Donc, du coup, elle est en situation de double tâche. Donc, ça veut dire que toute son attention est portée sur l'analyse de la carte. Et ça fait qu'elle ne peut pas forcément entendre ce que dit le professeur. Donc, avant de vous parler de dyspraxie, je vais vous parler du geste. En fait, le geste, c'est une suite de mouvements que notre cerveau planifie de manière spontanée et involontaire. C'est-à-dire, si je veux prendre cette bouteille d'eau, je n'ai pas besoin d'y réfléchir. Et parce que voilà, c'est comme si j'avais un sorte de chef d'orchestre dans mon cerveau, voilà, qui me permettait de coordonner mes gestes de manière très fluide et spontanée. Et en fait, on voit qu'un geste, c'est une suite de séquences motrices. Voilà, c'est une suite de mouvements qui doit prendre en compte plusieurs paramètres, par exemple l'amplitude de la main, la position de la main par rapport à la balle que je vais attraper, la force aussi que je vais mettre dans mon geste, la direction de mon geste, etc. Et tout ça, en fait, j'y prête pas attention, tout se fait naturellement, très facilement. Et c'est justement chez les dyspraxiques où cette planification des gestes, cette séquence cette courte séquence de motricité fine est perturbée. Donc, c'est-à-dire que les gestes courants, comme s'habiller, se déplacer, manger, etc., sont beaucoup plus laborieux. Tout devient moins spontané, moins naturel, et du coup, on doit porter une attention sur les gestes qu'on est en train de faire. Donc, c'est pour ça, notamment, les dyspraxiques sont aussi très fatigués à la fin de la journée. C'est parce qu'ils ont dû porter une attention sur chaque tâche qu'ils étaient en train de faire. Et si on porte moins d'attention, on peut vite faire des maladresses. Alors, du coup, dans le geste, il y a aussi la dimension au niveau du visio-spatial. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de Félix Lebrun, voilà, que vous connaissez tous maintenant, en fait, là, il s'apprête à renvoyer la balle. Mais pour renvoyer la balle et pour bien réaliser son geste, il est obligé de prendre en considération son environnement spatial. C'est-à-dire qu'il doit localiser la balle par rapport à la table, il doit juger la distance qui sépare sa raquette de la balle, il doit évaluer la direction de cette balle-là et ajuster aussi sa raquette en conséquence en fonction de la frappe qu'il veut donner. Et ça, il le fait très spontanément et très naturellement. Et justement, chez les personnes qui ont des dyspraxies, ils ont généralement des troubles au niveau visio-spatial. Donc c'est pour ça aussi que l'altération du geste va être importante parce qu'ils ont du mal à se représenter l'espace. Donc ils peuvent taper à côté de la balle, shooter à côté d'un ballon, etc. Parce que l'évaluation de la distance se fait plus difficilement. Donc pour vous montrer justement, donc voilà, une personne qui a des dyspraxies visio-spatiales peut réaliser ce genre de figure. Donc ça, c'est l'exercice en copie, c'est un test neuropsychologique. Et la personne peut réaliser ça, par exemple. Donc forcément, les activités en lien avec la géométrie vont être beaucoup plus laborieuses. Et aussi au niveau de l'écriture. Donc la motricité fine va être altérée. Parce que déjà que la motricité globale l'est également, la motricité fine va demander beaucoup plus de difficultés, va demander beaucoup plus d'attention, donc ça va être un exercice laborieux. Et du coup, on en vient à la dysgraphie. Donc là, la dysgraphie, c'est même avec de gros efforts et en mettant beaucoup d'attention, l'écriture peut être malhabile, lente et épuisante. C'est-à-dire que la personne va être encore en situation de double tâche. C'est-à-dire que, au lieu d'écouter le prof, ce qu'il est en train de dire, je vais me concentrer exclusivement sur l'écriture qui me demande déjà beaucoup d'attention. C'est pour ça qu'on parle de double tâche, c'est-à-dire que, au lieu d'écrire, nous, quand on écrit, on ne s'en rend pas compte. Du coup, on peut se concentrer sur le fond, à vérifier est-ce que je ne fais pas de faute d'orthographe, à mettre du lien entre ce que je suis en train de faire, etc. Alors que les personnes qui sont dysgraphiques vont devoir porter leur attention exclusivement, enfin quasi exclusivement, sur l'écriture. Du coup, ça va être beaucoup plus épuisant et ça peut aussi créer du coup des difficultés d'attention parce qu'elles ne peuvent pas se concentrer sur autre chose. Donc, au niveau des aménagements à mettre en place quand vous avez des difficultés au niveau de l'écriture. Donc, l'utilisation fonctionnelle d'un ordinateur. Donc, l'apprentissage peut se faire auprès d'une ergothérapeute, mais pas nécessairement. Il y a des logiciels aussi de dictée, voilà, qui permettent du coup de retranscrire ce que l'on est en train de dicter au microphone. L'utilisation d'un scanner à main pour scanner les documents et les compléter directement ensuite sur l'ordinateur.
Et aussi demander par exemple au professeur de donner les cours sur une clé USB. Voilà, comme ça, vous avez les cours à disposition et vous n'avez plus besoin d'écrire. Et du coup, toute votre attention peut se porter maintenant exclusivement sur ce qui est en train d'être dit par le professeur. Et aussi pour tout ce qui est en lien avec la géométrie, du coup, GeoGebra, voilà, qui permet aussi de contourner les difficultés en lien avec la géométrie et la motricité fine. Donc si vous êtes vous confronté à ce genre de difficultés, vous pouvez du coup vous tourner vers Madame Salmon, qui est du coup votre référente, et à qui je laisse la parole pour vous expliquer justement les étapes à faire. Oui. En plus, il y en a certains qui font, je crois, aujourd'hui leur rentrée des classes. Donc, bienvenue à ceux qui font leur rentrée. Donc, je suis Anaïs Salmon, je suis référente handicap au campus. Et donc, l'idée à travers cette conférence, on vous demande encore quelques petites minutes d'attention. Après, alors, l'idée, c'est, voilà, si jamais, justement, il y a des questions qui vous viennent après cette conférence, ou en tout genre par rapport au handicap, à ce que c'est, et si vous êtes potentiellement concerné. L'idée, c'est, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter ou contacter votre rentrer en contact aussi avec l'équipe pédagogique. Pourquoi? Pour faciliter tout simplement le suivi de vos études. En vous proposant un accompagnement. Donc déjà, si vous n'avez jamais rencontré de spécialiste auparavant, on peut échanger ensemble et éventuellement vous orienter vers un spécialiste, vous orienter aussi pour que vous obteniez, si vous êtes potentiellement concerné, une reconnaissance administrative de handicap, dans l'idée aussi que vous puissiez bénéficier d'aménagements en formation. Donc maintenant, vous savez ce que c'est. On a parlé un petit peu de tous les aménagements qui peuvent être mis en place pendant la scolarité et selon les matières. Donc, ça varie, mais par contre, il faut forcément que le dialogue s'ouvre avec notre école et avec votre équipe pédagogique pour voir ce dont vous avez besoin et ce qui peut être mis en place. Et même chose du côté de votre entreprise. Vous pouvez aussi bénéficier d'aménagements en entreprise. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, donc vous pouvez me contacter à l'issue de cette réunion dans le cadre d'un entretien confidentiel.